Merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé Tout savoir sur la prévention du risque routier professionnel. Le webinaire est prévu pour une durée d'1 heure environ. Nous consacrerons les 15 dernières minutes à vos questions. Donc, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre Q&R. Vous avez un bouton Q&R qui se trouve dans la barre de menu. N'utilisez pas le bouton discussion car il est déconnecté. Pour ce webinaire, nous avons choisi un format interactif. Donc, vous allez avoir plusieurs questions qui vont vous être posées durant le webinaire. Pour pouvoir jouer, je vous invite à scanner le QR code qui se trouve à la gauche de la présentation. Gardez tout de même votre ordinateur allumé pour pouvoir suivre les slides de présentation pour avoir un meilleur confort de lecture et scanner le QR code avec votre téléphone portable pour pouvoir jouer aux différents quiz. Lors de la première question, vous verrez, on vous demandera de renseigner un pseudo ou votre nom. Ça permettra de faire un petit classement sur les quiz. Et surtout, pensez à chaque question à bien valider vos réponses pour qu'elles puissent être prises en compte. Donc, ce webinaire est organisé par le réseau Présence PACA Corse, qui regroupe 16 services de prévention et de santé au travail sur les régions PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de ces services sur notre site internet présence-pacacorse.org. Et le webinaire d'aujourd'hui a été réalisé par les services de prévention et de santé au travail, AISMT 13, SAT Durance et Luberon, Geste 05 et Expertise. Alors, avant de laisser nos intervenantes se présenter, je vais me présenter moi-même. Je suis Cécile Fioni et je suis la chargée de communication pour Présence PACA Corse. Et aujourd'hui, je m'occuperai de l'animation technique de ce webinaire jeu. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Agnès Donat. Je suis technicienne en prévention des risques chez Expertise. Bonjour, je m'appelle Sylvie Arnaud. Je suis infirmière de santé au travail au Geste 05 dans les Hautes-Alpes. Alors, au programme de ce webinaire, donc nous allons commencer par faire une introduction sur le risque routier, une rapide introduction sur le risque routier. Ensuite, nous verrons quelques chiffres clés sur le risque routier professionnel, les définitions, les responsabilités, et enfin, nous consacrerons une grande partie du webinaire sur le volet prévention du risque routier. Donc, pour commencer, nous allons directement vous proposer une petite phase interactive avec un nuage de mots. Donc là, vous avez des champs libres pour répondre à la question suivante. Quelles sont les principales causes des accidents de la route? Donc là, vous pouvez taper directement les réponses sur votre téléphone portable. Vous pouvez mettre plusieurs réponses si vous le souhaitez. Et surtout, pensez bien à valider pour que les réponses apparaissent à l'écran. Donc là, je vois déjà au niveau des premières réponses que plus les éléments apparaissent en gros, plus ils ont été sélectionnés par les participants. Donc ce qui ressort principalement dans vos réponses, c'est l'alcool, la vitesse, la fatigue, le téléphone. Je vois qu'il reste encore quelques secondes. Non, ça y est, donc c'est fini. Donc là, au niveau de vos réponses, les principaux facteurs de risque des accidents de la route d'après vous, ce serait donc alcool, fatigue, vitesse, téléphone. Après, il y en a plein d'autres qui sont apparus, mais les principaux sont là, en effet. Donc ici, dans ce schéma, vous retrouvez les principales causes des accidents routiers professionnels en 2021. Donc la vitesse, c'est vraiment la première cause de mortalité routière. Ensuite, on retrouve l'alcool, qui représente 30% de la mortalité routière. Les drogues, 21%. Le téléphone, qui lui va multiplier par 3 le risque d'accident et par 23 lorsqu'on va vouloir en plus lire ou écrire un SMS en conduisant. La fatigue, qui représente à lui aussi un tiers des accidents de la route, notamment lorsqu'on va utiliser les autoroutes, qui sont des routes un peu plus monotones. Et enfin, les médicaments, donc là, c'est 4% des accidents de la route. Donc voilà pour ces principales causes. On va s'intéresser maintenant aux chiffres du risque routier. Donc pour cette question, on va commencer à rapporter des points pour le classement final. Donc je vous invite à vous connecter. C'est à ce moment-là qu'on va vous demander de remplir un pseudonyme, comme le disait tout à l'heure Cécile, ou alors juste votre nom si vous le souhaitez. Donc on vous laisse quelques instants pour que tout le monde ait le temps de créer son petit pseudonyme pour participer. Donc à partir de maintenant, les questions vont rapporter des points pour avoir un classement final.
à la fin du webinaire. Il y a encore quelques joueurs qui se connectent. Vous avez aussi le choix de choisir un petit émoticône pour aller avec votre pseudonyme si vous le souhaitez. Allez, première question. Donc là, la rapidité compte aussi. À votre avis, quel est le nombre de morts sur la route en France en 2021 dans le cadre du travail? Donc vous avez 4 propositions de réponse qui vous sont proposées et donc il faut choisir celle qui vous semble juste. Encore quelques secondes pour répondre. Le temps est écoulé. Ok, donc les réponses sont assez mitigées, mais globalement, c'est la réponse 454 morts sur la route en France en 2021 dans le cadre du travail qui ressort. Et c'est la bonne réponse. Félicitations à tous ceux qui ont réussi. On voit déjà le premier classement qui apparaît. Donc pour le moment, c'est Émilie qui est en tête. Je ne sais pas qui est Émilie. On va voir si elle tient la tête jusqu'à la fin. Donc pour reprendre ces chiffres de 2021, il y a eu en 2021 56 390 personnes qui ont été victimes d'un accident de la route lié au travail. 12 610, c'était un accident de travail en mission. On verra juste après les différentes définitions. Et 43 780 qui ont eu un accident de la route pendant un trajet, pendant un trajet. Donc, les accidents de la route, ça représente 12,3% de tous les accidents de travail en France, mais ça représente par contre 35% des accidents mortels, ce qui signifie que les accidents de la route sont en général plutôt graves lorsqu'on a un accident sur la route. Ça représente du coup donc 454 personnes tuées, c'était la réponse à la question, 308 lors d'un accident de trajet et 146 lors d'un accident de mission. Donc on voit que c'est quand même un risque professionnel qui a de lourdes conséquences pour une entreprise, d'où l'intérêt de faire de la prévention de ce risque. Allez, on enchaîne juste après sur la deuxième question. Donc là, on va vous proposer un match pair. Donc le but est de retrouver le bon mot avec sa bonne définition. Donc là, pour pouvoir répondre à cette question, vous avez donc les définitions qui apparaissent d'un côté et vous devez faire glisser pour sélectionner. Non, c'est pas celle-là, vous faire glisser, excusez-moi. Là, vous devez choisir dans la liste déroulante la bonne définition qui va avec le bon mot, donc accident de travail, accident de mission et accident de trajet. Et vous devez choisir à chaque fois la bonne définition. Alors, on vous laisse un peu plus de temps, le temps de pouvoir lire toutes les définitions. Allez, on arrive presque au bout. Encore 10 secondes pour que les derniers puissent répondre. Donc, trois termes pour retrouver les 3 définitions. Ça y est, le temps est écoulé. Donc, là, on va passer directement à la diapo d'après pour expliquer plus précisément ces définitions. Donc, il y a eu pas mal de bonnes réponses. Ah, le classement a changé. Alors, au niveau de ces définitions, du coup, donc la première zone qu'on va retrouver, ça va être les zones en gris, donc l'entreprise ou le lieu où s'effectue votre mission, donc chez votre client, sur le chantier, etc. Donc là, si vous avez un accident de travail dans votre entreprise ou dans le lieu où s'effectue votre mission, donc ce sera du coup, comme j'ai dit, un accident de travail. À partir du moment où cet accident a lieu sur un trajet, un déplacement entre votre entreprise et votre lieu où s'effectue votre mission, ou alors entre votre habitation et votre lieu où s'effectue votre mission, là, ce sera ce qu'on appelle la zone de l'accident de mission. Donc, ça reste un accident de travail, mais c'est un accident qui a lieu lors d'un déplacement nécessaire à l'exécution du travail. Ensuite, autre définition, donc cette fois, c'est l'accident de trajet. Donc là, ça va regrouper tous les déplacements qui sont en jaune du coup sur le schéma, entre votre domicile et l'entreprise, les trajets aller-retour. Entre l'entreprise et le lieu où vous prenez votre repas habituellement le midi. Donc là, pareil, trajet d'aller-retour. Ça va être aussi un accident de trajet. Et enfin, vous avez quelques détours de la vie courante qui sont autorisés pour les trajets domicile-travail. C'est si vous faites un détour, par exemple, pour récupérer vos enfants à l'école, à la garderie, pour passer à la boulangerie, par exemple. Ça aussi, ces détours sont autorisés et ça reste de l'accident de trajet si vous avez un accident à ce moment-là.
Et enfin, dernière zone, c'est tout ce qui est en bleu. C'est ce qu'on appelle l'accident de droit commun qui n'a rien à voir avec le travail. Ça va être, par exemple, si vous vous rendez de suite après votre journée de travail à la salle de sport. Là, sur ce trajet-là, ce n'est pas un besoin de la vie courante, ce ne sera pas un accident de trajet, ce sera un accident de droit commun classique. Allez, question numéro 3. Donc là, cette fois, ça va être en lien avec les responsabilités. Donc, à votre avis, en cas d'accident de mission d'un salarié, quelles vont être les responsabilités qui vont pouvoir être engagées? Donc là, vous avez 4 propositions de réponse. Plusieurs réponses possibles doivent être sélectionnées. La responsabilité civile du salarié, responsabilité pénale du salarié, responsabilité civile de l'employeur et responsabilité pénale de l'employeur. Vous avez quelques secondes pour choisir. Ok, donc le temps est écoulé. Alors, je vois là encore une fois au niveau des réponses que les résultats sont assez mitigés. Donc, il y avait 3 bonnes réponses à sélectionner. Responsabilité pénale du salarié, responsabilité civile de l'employeur et responsabilité pénale de l'employeur. Allez, on va détailler tout ça dans la diapo juste après. On voit que le classement a évolué et nous avons une personne qui a répondu juste pour le moment à toutes les questions. Donc, Laetitia, bravo à Laetitia. Et les autres, ne lâchez rien, vous pouvez encore gagner. Donc, pour détailler la réponse à la question précédente, il faut savoir que dans un accident de mission, donc plusieurs responsabilités vont pouvoir être engagées. En premier lieu, il va y avoir la responsabilité pénale du salarié, car en cas d'infraction au code de la route ou d'accident corporel qu'il aura occasionné, même s'il utilise le véhicule dans le cadre de son travail, il est considéré sur l'espace public comme n'importe quel autre conducteur et il doit respecter le code de la route. Donc, s'il y a un accident à ce niveau-là, sa responsabilité pénale du salarié pourrait être engagée. Mais autre élément important, il faut savoir qu'à partir du moment où le salarié conduit dans le cadre de son travail, il y a aussi la responsabilité pénale et civile du chef d'entreprise qui peut être engagée s'il est établi un défaut de mesure de prévention de sa part qui aurait été à l'origine de l'accident de la route. Exemple, c'est un véhicule de l'entreprise, il y a eu un défaut d'entretien, les freins ont lâché, ou alors on s'est rendu compte que le salarié avait une charge de travail trop importante qui fait qu'il n'a pas pris de pause, du coup il s'est endormi au volant et du coup il a provoqué l'accident. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses, c'est une enquête de toute façon qui déterminera ça. Mais en tout cas, sachez que la responsabilité pénale et civile du chef d'entreprise peuvent aussi être engagées en cas d'accident d'un salarié sur la route. Allez, autre question, cette fois qui ne rapporte pas de points, c'est un nuage de mots pour vous interroger un petit peu sur votre connaissance de la prévention du risque routier. Donc, à votre avis, sur quoi est-ce qu'on va pouvoir agir pour prévenir le risque routier? Alors, on vous a mis un exemple pour vous montrer un petit peu le type de réponse qui est attendu. L'exemple n'est pas très pertinent, mais par exemple, l'état de la route. Alors, à votre avis, donc là, les réponses sont complètement libres. C'est comme tout à l'heure, vous êtes libre de répondre ce que vous voulez, c'est des champs libres, vous pouvez donner plusieurs réponses. Et du coup, on vous laisse répondre à votre avis sur quoi est-ce qu'on va pouvoir agir pour prévenir le risque routier. Donc là, je vois qu'il y a déjà des réponses qui apparaissent. Il n'y a pas vraiment de réponse qui se... Alors, oui, il y a la sensibilisation qui apparaît un peu plus gros que les autres, les pauses. Bon, la prévention apparaît en gros, mais bon, prévention, ça ne veut pas dire grand-chose. La formation, la sensibilisation, vous insistez beaucoup là-dessus. Et l'entretien du véhicule qui revient aussi plusieurs fois. Prévention routière, le véhicule, l'état d'esprit, l'entretien, la formation. OK. Donc, principalement, d'après ce que je vois, ça parle beaucoup de sensibilisation des salariés, de comportement aussi, d'entretien des véhicules. Allez, ben on va voir justement juste après sur quoi est-ce qu'on peut agir. Alors, au niveau des bonnes pratiques de prévention du risque routier, il y a vraiment 4 grandes thématiques sur lesquelles on va pouvoir agir. Donc, la première thématique, ça va être tout ce qui est gestion de l'organisation des déplacements. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est gestion des véhicules, gestion des communications, gestion des compétences et comportements. Donc, on va détailler dans la suite de la présentation ces 4 grandes thématiques. Et évidemment, donc ces 4 thématiques illustrent une idée assez simple, c'est que la prévention du risque routier commence même avant de prendre la route. Hein. Ça se prépare, tous les trajets se préparent pour éviter les accidents. Allez, pour commencer sur la partie optimiser donc la gestion des déplacements, une question qui vous est proposée ici. Donc là, le but, ça va être de classer les mesures qui vont apparaître de la plus efficace à la moins efficace pour réduire le risque.
Donc là, pour pouvoir jouer sur votre téléphone, en fait, il faut que vous sélectionnez sur la droite de chaque proposition, vous avez des petits points, vous cliquez sur les petits points et vous faites glisser la proposition pour la mettre où vous souhaitez dans la liste. Sachant que le but est de classer du coup de la mesure la plus efficace d'après vous à la moins efficace pour prévenir le risque routier parmi les 5 propositions qui vous sont faites. Allez, encore quelques secondes pour que vous puissiez répondre. Ok, le temps est écoulé. Alors du coup, la réponse attendue sur cette question était donc premièrement la mesure du coup qui était la plus efficace, celle qu'on vous proposait comme la plus efficace, c'était de faire une visio pour éviter le déplacement. Évidemment, si on ne se déplace pas, on évite l'accident. Ensuite, je prends le train. Donc là, c'était l'idée de privilégier les transports en commun, qui sont quand même moins accidentogènes que de prendre la voiture, si c'est possible. De regrouper les déplacements, ensuite en numéro 3, optimiser, regrouper pour éviter d'avoir à faire plus de déplacements. Ensuite, lorsque je me déplace, si je peux privilégier l'autoroute, c'est bien, parce que c'est quand même la voie de circulation qui est la moins accidentogène. Et enfin, donc, dernière mesure, qui n'était clairement pas une mesure, je pars après ma journée de travail pour mon rendez-vous. Ça, c'est plutôt quelque chose qui va favoriser le risque d'accident de la route avec la fatigue du salarié, etc. Alors, au niveau des résultats, on a toujours Laetitia, qui a fait 100% de bonnes réponses à toutes les questions. Mais les questions ne sont pas finies. Allez, pour continuer donc sur ce point, gestion des déplacements. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans l'entreprise pour gérer cette partie déplacement et éviter les accidents? On va pouvoir, donc dans un premier temps, si on peut éviter un déplacement, on l'évite. Comme dans l'exemple, on va utiliser des technologies de communication, visioconférence, audioconférence, etc. pour éviter de se déplacer. Regrouper les rendez-vous, les réunions en entreprise pour éviter d'avoir faire plusieurs déplacements. Et supprimer les trajets inutiles par une meilleure préparation des chantiers, par exemple. Mieux planifier, éviter d'avoir à oublier du matériel qui fait des allers-retours en plus, par exemple. Ça aussi, ça va éviter des déplacements inutiles en l'occurrence, et réduire le risque. Ensuite, il y a tout le volet organiser et rationaliser les déplacements. Donc là, cette réflexion, elle peut être menée en collaboration, par exemple, avec ses clients, ses fournisseurs habituels, afin vraiment d'optimiser l'organisation des tournées, par exemple, si vous fonctionnez en tournée, pour prendre en compte la sécurité dans la négociation des délais de livraison et mieux coordonner les tâches ou le retrait, la livraison des marchandises. Ça, c'est un travail qui peut être fait donc avec vos fournisseurs et vos clients aussi, c'est possible. Et ensuite, donc, dernier volet, c'est réduire l'exposition du risque routier lors des déplacements, quand le déplacement est nécessaire. On n'a pas réussi à éviter le déplacement, on se déplace, donc comment on fait pour réduire le risque pendant ce déplacement? Donc on en a parlé aussi, recourir au transport collectif dès que c'est possible, notamment pour les longs trajets, éviter au maximum de faire des longs trajets en voiture. Pourquoi pas aussi combiner les transports collectifs avec la location d'un véhicule ensuite sur place pour limiter le temps de conduite. Planifier et rationaliser les déplacements longs, évidemment. Limiter les distances quotidiennes parcourues, la durée de conduite. Donc là, c'était ce qu'on disait, l'exemple de on évite de partir sur un long déplacement après sa journée de travail. On essaie d'inclure les déplacements dans la journée de travail pour éviter qu'il y ait trop grandes amplitudes horaires ensuite sur les journées lorsqu'il y a des déplacements. Donner la priorité à l'autoroute qui est la voie de circulation la plus sûre, on en a parlé aussi. Réfléchir sur la gestion des urgences et des retards. Ça fait partie de l'organisation et ça fait aussi partie, lorsqu'il y a des urgences et des retards, les salariés ont tendance à accélérer sur la route et à avoir un risque plus important de déplacement. Et enfin, limiter l'usage des 2 roues à des besoins spécifiques, parce que le 2 roues reste le moyen de déplacement le plus accidentogène. Si on peut éviter de se déplacer en 2 roues aussi, c'est mieux. Voilà pour ce premier volet. Autre volet, on l'a vu tout à l'heure, autre grande thématique sur lesquelles on va pouvoir agir pour faire de la prévention du risque routier, c'est d'agir sur les véhicules. Donc évidemment, il va falloir choisir un véhicule qui va être adapté au déplacement et à la mission à réaliser. Donc en fonction du déplacement et du type de déplacement qu'on va faire aux salariés, il faut que le véhicule soit aménagé et équipé en fonction des besoins des personnes et surtout des charges à transporter si vous transportez des charges. Il doit y avoir une séparation entre la partie habitacle de conduite et le chargement pour les transports de matériaux. Le volume pour le chargement, l'arrimage, la répartition des charges doit être adapté. Et il faut aussi s'assurer que le véhicule est doté des équipements de sécurité.
basiques, voire un peu plus complémentaires si c'est possible. Les systèmes de freinage par assistance électronique, les airbags, les limiteurs réglables et modulables par le conducteur, par exemple. Donc là, on va vous proposer une autre question qui est aussi un nuage de mots. Donc, à votre avis, lorsque mon salarié emprunte un véhicule, utilise un véhicule donc avant de partir en déplacement, qu'est-ce qu'il doit vérifier sur le véhicule avant de partir en déplacement? Donc là, c'est des réponses libres. Vous avez aussi la possibilité de mettre plusieurs réponses si vous le souhaitez. Donc, je vois l'essence, les pneus, OK. L'entretien, les niveaux, état général, les freins, le niveau d'huile, OK. Les équipements de bord, les feux de signalisation, les pneus qui reviennent encore plusieurs fois. Voilà, je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. Les essuie-glaces, l'itinéraire, OK. Le permis, ça on en parlera aussi plus tard. Date des pneus, encore quelques secondes. L'entretien, les niveaux, ça vous l'avez déjà dit. Les voyants sur le compteur, OK. Beaucoup de réponses différentes. Donc les pneus arrivent comme réponse principale, les niveaux, les freins. OK. Allez, on va voir juste après. Donc évidemment, dans cette slide, on ne nous a pas mis la liste de tout ce qui devait être vérifié sur une voiture pour faire partir en déplacement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Comme vous l'avez vu dans le nuage de mots, vous avez donné beaucoup de réponses. En fait, globalement, ce sur quoi on voulait vous faire réagir, c'est que un véhicule, ça se contrôle et ça s'entretient. Et du coup, ça doit être organisé au niveau de l'entreprise pour être sûr que le véhicule, lorsque mon salarié va le prendre pour partir en déplacement, il soit en bon état pour réaliser ce déplacement. Donc, un contrôle de l'état et un entretien régulier des véhicules va contribuer à limiter les risques d'accidents sur la route et vont participer donc à la sécurité des travailleurs. Donc, les entreprises, si vous avez une flotte de véhicules qui vous appartient, vous devez mettre en place une organisation pour assurer le bon état de maintenance de vos véhicules. Alors, généralement, cette flotte, pour bien la gérer, il faut qu'il y ait donc un responsable de parc qui soit désigné et qui soit responsable du coup de la vérification et de la maintenance de ces véhicules. Les entretiens des véhicules doivent être planifiés. Il doit y avoir un suivi quotidien de l'état du parc. Et vous devez mettre en place dans chaque véhicule un carnet d'entretien qui va être à la disposition de l'utilisateur qui va pouvoir faire remonter, dès qu'il utilise le véhicule et qu'il constate un dysfonctionnement, une problématique, faire remonter au responsable de parc, comme quoi il y a peut-être une intervention à faire sur ce véhicule parce qu'il y a un dysfonctionnement. Donc ça, c'est le cas où il y a une flotte de véhicules. Si jamais c'est les véhicules personnels de vos salariés qui sont utilisés pour partir en mission, ça arrive souvent dans les entreprises, il est possible, certaines entreprises le font, de proposer à vos salariés une incitation financière pour qu'il entretienne correctement son véhicule, afin que ses déplacements en mission soient plus sûrs pour lui, éviter les accidents. Allez, autre question sur le téléphone. Donc là, c'est plutôt au niveau assurance. Est-ce que l'employeur peut demander à son salarié une attestation d'assurance de son véhicule personnel pour les déplacements professionnels? Donc la réponse, oui, non. Peu de temps pour répondre, donc il faut être rapide. Le temps est écoulé. Alors là, vous avez répondu en grande majorité oui. Certains ont répondu non. On va voir justement donc la réponse plus en détail à cette question. On voit que Laetitia est toujours en tête. Et il a toujours répondu juste à toutes les questions. Donc ce point sur l'assurance. Donc plusieurs cas possibles. Donc c'est un trajet domicile-travail. Donc là, c'est un déplacement qui reste quand même dans le cadre privé. Donc, en cas d'accident, on a quand même vu que c'était un accident de trajet, mais s'il y a un accident, les dommages subis par le véhicule sont pris en charge par l'assurance auto du salarié directement. En revanche, les éventuels dommages physiques du salarié sont couverts en tant qu'accident du travail. On l'a vu tout à l'heure, au niveau des responsabilités, la responsabilité civile du chef d'entreprise va être engagée. Pour les déplacements professionnels, donc là, on change le volet. Donc, l'employeur doit demander à son salarié de prendre une extension de son assurance auto pour couvrir les déplacements professionnels. Ça, c'est la plusieurs possibilités. Il est possible, du coup, que si votre salarié demande une extension de son assurance auto, cela entraîne un surcoût, une augmentation de sa cotisation. Et du coup, votre salarié pourra potentiellement négocier avec vous la prise en charge de ce surcoût. Ça, c'est la première possibilité. Sinon, l'autre possibilité que font aussi beaucoup d'entreprises, c'est de souscrire directement au niveau de l'entreprise un contrat auto-mission. Ce contrat, du coup, couvre toutes les voitures conduites par vos salariés, les voitures personnelles de vos salariés, lorsqu'ils les utilisent pour un déplacement professionnel. Alors, toujours sur la partie véhicule, autre question.
Donc là, on va vous demander quels sont les équipements obligatoires à avoir dans une voiture. Donc là, plusieurs réponses vous sont proposées. Il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Donc on vous propose le gilet de sécurité, le triangle de signalisation, l'éthylotest, les chaînes neige, extincteur ou la trousse de premier secours. Allez, encore quelques secondes pour répondre. Le temps est écoulé. Alors, au niveau des réponses, qu'est-ce que ça donne? Alors, en majorité, vous avez répondu donc le gilet de sécurité, triangle de signalisation. Très bien, c'était ce qu'il fallait répondre. On a eu encore quelques personnes qui répondent l'éthylotest, les chaînes neige, extincteurs et quelques personnes à trousse au premier secours. Ok, allez, on va faire le point justement sur ces équipements obligatoires. Ah, Laetitia s'est fait détrôner par Sophie, coiffée sur dernière ligne droite. Alors, du coup, les équipements obligatoires dans une voiture. Donc, c'est le gilet de sécurité, donc le gilet jaune, qui doit être rangé donc à portée de main, hein, pas dans le coffre, il doit être vraiment dans l'habitacle, boîte à gants, une portière, sous un siège où vous voulez, mais dans l'habitacle du véhicule. Le triangle de signalisation de danger, qui lui, pour le coup, peut être rangé dans le coffre du véhicule. Et autre élément, donc, qui s'applique que à certaines périodes de l'année et que dans certaines régions. Mais nous, au niveau de PACA, on est concernés, donc c'était important de vous le rappeler. Entre le 1er novembre et le 31 mars, dans certaines communes des massifs montagneux, il est obligatoire d'équiper son véhicule de pneus hiver ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige présentes dans le véhicule lors de vos déplacements. À noter quand même, ça aussi c'est quelque chose qui était obligatoire avant mais qui n'est plus maintenant, que vous n'êtes plus obligé d'avoir un éthylotest dans la voiture. Allez, pour la suite de la présentation, sur la partie communication, je vais laisser la parole à Sylvie. Merci Agnès. Alors, nous allons maintenant voir les bonnes pratiques concernant la gestion des communications, car le téléphone mobile est devenu familier dans l'entreprise et on doit organiser l'utilisation dans le cadre professionnel, notamment sur la route. Il est nécessaire d'instaurer un protocole de communication qui permette aux salariés en mission de rester en liaison avec leur entreprise et leurs clients sans mettre en danger leur sécurité sur la route. Il faut répondre aux besoins de l'entreprise tout en accordant la priorité à la sécurité du salarié et préciser dans quelles conditions le salarié devra utiliser son téléphone portable lorsqu'il est en mission. Donc là, vous allez répondre à une petite question où il va falloir classer les mesures de la plus efficace à la moins efficace pour réduire le risque routier. Donc, vous avez l'habitude, vous appuyez sur les 3 petits boutons et vous placez, vous déplacez les items. Donc, plusieurs items, hein. Éteindre le portable ou le mettre en mode avion, prévoir une pause pour consulter le téléphone, dicter des SMS, mettre le téléphone éteint dans le coffre, utiliser le Bluetooth pour téléphoner. Ce n'était pas une aide, hein, j'ai lu en dernier parce que j'ai le chronomètre dessus qui me cache tout. Allez, encore 15 secondes pour répondre. Je vois qu'il manque une dizaine de réponses. On s'approche. Encore 5 secondes. Ok. Alors, voilà les réponses. Donc, en premier, mettre le téléphone éteint dans le coffre. Ensuite, éteindre le portable ou le mettre en mode avion. Prévoir une pause pour consulter le téléphone. Utiliser le Bluetooth pour téléphoner. Et en dernier, dicter des SMS. Donc, Sophie reste en première place. Alors, pour gérer les communications, il est nécessaire d'analyser les communications de l'entreprise, ce qui permet d'identifier les pistes d'action pour communiquer en sécurité. Donc, voici quelques exemples de mesures de protocole de communication. Mettre le téléphone éteint dans le coffre, passer des communications quand le véhicule est à l'arrêt uniquement, éteindre son téléphone et enregistrer un message d'accueil sur la messagerie,
prévoir un renvoi d'appel des appels, fixer des plages d'appel sur le temps de pause de conduite, créer une plateforme téléphonique, avoir un secrétariat dédié, installer l'application mode conduite, utiliser le Bluetooth, et lorsque les interventions sont en équipe, c'est le salarié qui ne conduit pas qui décroche. Allez, une autre question rapide, vrai ou faux. L'employeur peut demander le nombre de points restants sur le permis de conduire de son salarié. Donc là, ça va vite, les réponses. On est déjà 58 sur 64. Tout le monde a répondu. Alors, ah oui, c'est surprenant. Donc, 43 personnes disent qu'on n'a pas le droit de demander les points. Effectivement, c'est ça. Sophie est toujours en tête. Laetitia s'accroche. Donc, en premier lieu, avant de confier au salarié la conduite d'un véhicule, l'entreprise doit vérifier qu'il possède bien un permis de conduire en cours de validité correspondant au véhicule qui lui est confié. Une clause du contrat de travail et ou le règlement intérieur peuvent prévoir cette vérification périodique. Il peut aussi y être précisé que le salarié doit informer immédiatement l'employeur de toute suspension ou de retrait de son permis de conduire. Donc, comme on l'a vu dans la question, l'employeur n'a pas le droit de demander au salarié des informations sur le nombre de points détenus sur son permis de conduire. Et si un simple permis B suffit au plan réglementaire pour conduire un véhicule de moins de 3,5 tonnes, de nombreuses entreprises ont mis en place une formation complémentaire pour les salariés les plus exposés aux risques routiers. Alors, concernant l'alcool, une petite question. Il est autorisé de pratiquer un contrôle d'alcoolémie. Alors, plusieurs réponses sont possibles. Je vous laisse le temps d'y répondre. Donc, les items sont surtout les salariés de l'entreprise, où on peut faire un contrôle d'alcoolémie sur les salariés qui manipulent des machines ou des produits, sur les salariés pour lesquels un état d'ivresse constituerait... Non, j'ai plus la réponse. Mais tant pis, je vous laisse lire la fin. Où il n'est pas autorisé de contrôler l'alcoolémie de ses salariés, ou si le règlement intérieur le précise. Donc la troisième, c'était si les salariés pour lesquels un état d'ivresse constituerait un défaut de sécurité. Encore 5 secondes, tout le monde a répondu. Ah ben, c'est pas mal, bravo. Vous avez plutôt bien répondu à la question. Donc voilà, c'était bien ces 3 items-là sur les salariés qui manipulent des machines ou des produits et des engins, sur les salariés pour lesquels un état d'ivresse manquerait au niveau de la sécurité, et si le règlement intérieur le précise ou le note. Donc Sophie et Laetitia. Ah non, Laetitia est un petit peu descendue. Sophie toujours en tête et Jessie est remontée. Alors, voici les critères permis par la loi pour effectuer un contrôle du taux d'alcool d'un salarié sur son lieu de travail. Le contrôle opéré est conforme au règlement intérieur. Le contrôle ne peut être effectué que sur les salariés qui manipulent des machines ou des produits dangereux, qui conduisent des engins ou des véhicules, ou ceux pour lesquels un état d'ivresse constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage. Les salariés doivent pouvoir contester ce test d'alcoolémie en demandant une contre-expertise ou un second test. Et le test peut être effectué par l'employeur ou par toute autre personne qui l'aura désigné. Il est fortement conseillé qu'une tierce personne assiste également à ce test. Ces critères d'interdiction et de contrôle s'appliquent également en cas de consommation de drogue par un salarié. Alors, concernant l'alcool, même si dans le Code du travail, il est écrit que certains alcools comme le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés dans l'entreprise, à la cantine ou lors d'une occasion particulière, un pot après une réunion, fête de fin d'année, il convient à l'employeur de déconseiller fortement, voire d'interdire la consommation d'alcool
avant de prendre la route. Le règlement intérieur, ou une note de service, à défaut de règlement intérieur, permet à l'employeur de pouvoir restreindre, voire interdire totalement l'alcool au travail et de contrôler l'état d'ébriété d'un salarié. Ces mesures sont autorisées lorsqu'elles sont proportionnées au but recherché. Une petite question sur l'alimentation. Quel menu conseilleriez-vous avant de prendre le volant? Donc, il y a 3 menus. Lequel conseillez-vous? On ne peut pas mélanger les menus, bien entendu. Donc, un premier menu est constitué de salade, de poisson et de riz complet, d'un kiwi, de chocolat, carré de chocolat noir, de café et d'eau. Le deuxième menu, burger, frites, glace, soda. Et le troisième menu, sandwich, gâteau, eau gazeuse. Lequel conseillez-vous? Donc, on a déjà 62 réponses sur 65. Plus que 3 indécis. Vous avez encore 15 secondes pour les 2 derniers. Non, ils hésitent, ils ne répondent pas. Ok, alors. Ouais, vous avez choisi le menu 1. Bon, vous en êtes un petit peu douté. C'était peut-être facile. Donc, Sophie est toujours en tête, suivie de Jessie, pardon. Donc, effectivement, il faut avoir des indices glycémiques bas. Il y a une étude qui a été menée en 2019 qui a permis de définir plusieurs critères qui favorisent la vigilance au volant. Et le repas idéal doit ainsi se constituer d'un indice glycémique le plus bas possible pour éviter l'alternance coup de forme, coup de fatigue, des aliments qui ne nécessitent pas un gros effort digestif et des goûts qui éveillent l'amertume et l'acidité et une hydratation tout au long de la journée. En conclusion, les 7 engagements pour une route plus sûre, c'est limiter au cas d'urgence les conversations téléphoniques au volant, prescrire la sobriété sur la route, exiger le port de la ceinture de sécurité, refuser le dépassement des vitesses autorisées, intégrer des moments de repos dans le calcul des temps de trajet, former et sensibiliser leurs employés à la sécurité routière et encourager les conducteurs de 2 roues motorisées et les cyclistes à mieux s'équiper. Ah, je crois que Cécile devait reprendre la main. C'est bon. Oui, désolée, j'avais un petit souci avec mon menu pour récupérer le micro. Donc, merci beaucoup à Sylvie et Agnès pour cette présentation. Vous pourrez retrouver, alors avant qu'on passe à vos questions, hein, donc je vous rappelle, vous pouvez utiliser le bouton QR pour poser vos questions. Je vous rappelle que vous retrouverez le replay et le support PDF de ce webinaire d'ici quelques jours sur notre site internet présence-pacaccorse.org dans la rubrique ressources. Et maintenant, donc, nous allons passer à vos questions, si vous avez des questions. Alors, j'ai une première question. Alors, je ne sais pas si l'une de nos intervenantes peut répondre, mais pourquoi l'éthylotest est devenu non obligatoire? Peut-être Agnès? Oui, alors pour répondre à cette question, donc oui, c'était obligatoire il y a quelques années. Alors, le pourquoi exactement ils l'ont retiré, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'était que de laisser un éthylotest dans la voiture, ça posait beaucoup de problèmes de fiabilité, parce que dès qu'il prenait le soleil, qu'il chauffait, de suite, il était plus fiable. Donc, en fait, ils ont vite enlevé cette obligation d'avoir l'éthylotest, parce que dans tous les cas, de le laisser dans la voiture, c'était complètement inutilisable. En fait, l'éthylotest est complètement inutilisable très rapidement. Ok. Merci beaucoup, Agnès. Alors, une autre question. Alors, je ne sais pas, du coup, alors, comme moi, je ne suis pas experte, mais est-il autorisé de demander le relevé d'informations restreintes aux salariés? Agnès? Alors, je pense, si je ne me trompe pas, après, n'hésitez pas à reposer une question si jamais je me trompe, que vous parlez du nombre de points
le relevé d'information restreint, je crois que c'est le nombre de points sur le permis. Donc là, on a dit tout à l'heure, si c'est bien ça votre question, donc non, c'est interdit. Vous avez juste besoin de savoir s'il est valide ou pas. Après, qu'il reste 1 point ou 12 points, ça, vous n'avez pas enfin, l'employeur n'a pas le droit de le demander, en tout cas. D'accord. Alors, pourquoi la responsabilité civile du salarié n'est pas engagée lors d'un accident? Donc, pareil, Agnès ou Sylvie? Je veux bien répondre, Sylvie, si ça te va. Alors, c'est dans le cas d'un accident routier pendant un déplacement professionnel. Hein, ça, c'est important de préciser. Si c'est un salarié qui a un accident dans sa vie privée, évidemment, sa responsabilité sera engagée. Mais dans le cadre de son activité professionnelle, en fait, il est sous la tutelle de son employeur pour la partie responsabilité civile. Donc, c'est l'employeur qui prendra en charge cette partie responsabilité civile en cas d'accident de déplacement professionnel du salarié. Merci. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions aussi sur les contrôles d'alcoolémie au sein de l'entreprise. Alors, sur la manière d'effectuer ces contrôles, en fait, est-ce qu'on peut peut-être rappeler qui a le droit d'effectuer le contrôle et comment est-ce qu'il se fait avec quel appareil? Tu veux que je réponde aussi, Sylvie? Ok, je te vois acquiescer. Alors, pour rappel, sur le contrôle d'alcoolémie, en fait, ce qui est le plus important sur le contrôle d'alcoolémie, c'est de bien déterminer les termes du contrôle dans votre règlement intérieur ou dans la note de service si vous n'avez pas de règlement intérieur, à savoir qui peut le faire, sachant que ça peut être l'employeur ou quelqu'un désigné par l'employeur. Ça, ce qu'il faut que ce soit clairement établi dans le règlement intérieur. On a vu les différents critères aussi pour pouvoir le faire. Après, au niveau de l'appareil pour faire le contrôle d'alcoolémie, je ne crois pas qu'il y ait d'appareil qui soit précisé dans le code du travail. Je pense qu'un éthylotest classique peut très bien fonctionner. Il faut juste être sûr qu'il soit pas périmé, qu'il soit fiable, qu'il n'ait pas passé du temps dans une voiture, enfin ce qu'on disait tout à l'heure. Mais après, l'appareil en soi utilisé n'est pas précisé. Mais là, encore une fois, si vous décidez de faire des contrôles d'alcoolémie, il faudra préciser dans votre règlement intérieur avec quel type d'appareil vous allez faire le contrôle. Le tout, c'est que ce soit bien cadré dans le règlement intérieur, en fait. Merci beaucoup. Euh, Alors, sur le permis, il y avait une question, on demandait si l'employeur doit demander la photocopie ou l'original du permis. Alors, je ne sais pas sur quel point exactement. Peut-être qu'il faudrait préciser votre question, Sébastien. Euh, il y a également une question, on demande quelles sont les actions. euh, ah, Ok. Oui, juste une précision sur la question donc, de Sébastien Durand sur la photocopie ou l'original. Il n'y a pas forcément nécessité de demander une photocopie ou l'original. Vous pouvez juste vous demander qui vous le présente. Après, pourquoi pas conserver une photocopie, mais là, en termes de RGPD, etc., je ne m'engagerai pas sur les problématiques. Ce que vous pouvez par contre demander, c'est de lui faire signer à votre salarié une attestation sur l'honneur, comme quoi son permis est encore valide, sans qu'il ait forcément à vous le présenter. Vous lui demandez de signer tous les ans une attestation comme quoi j'atteste que mon permis est encore valide, sans avoir même besoin de voir le document. Ça, c'est aussi une possibilité. oui, donc une question sur les actions qui seraient à préciser concernant, donc j'imagine la prévention du risque routier dans le document unique. Euh, Est-ce que Alors, je pense que la personne veut peut-être dire au niveau de son document unique, lorsqu'elle met, qu'elle liste ses actions qui sont déjà en place, peut-être dans son entreprise, qu'est-ce qu'elle peut préciser? Ben, ça rejoint un petit peu toutes les actions qu'on a présentées dans ce webinaire. Si vous avez mis, par exemple, en place un protocole de communication, mettre qu'il est en place, noter que vous privilégiez la visioconférence, que vous avez mis en place ce genre de système, noter que à partir de tant de kilomètres, votre salarié est obligé de prendre un transport en commun, qu'à partir de tant de kilomètres, il a le droit d'avoir une ligne d'hôtel pour éviter de faire une trop grande amplitude dans la journée. Enfin voilà, c'est noter un petit peu, noter et mettre en place un petit peu tous les éléments qu'on a vus dans le webinaire qui vont pouvoir venir alimenter votre document unique pour montrer que vous mettez en place des mesures de prévention contre le risque routier. merci beaucoup.
Alors, on a toujours donc la question du test d'alcoolémie qui suscite pas mal d'interrogations. Euh, Notamment donc une personne qui demande si un salarié conduit un véhicule de société régulièrement, est-ce que l'employeur est obligé de faire passer un test d'alcoolémie et est-ce que c'est la médecine du travail qui doit faire ce test d'alcoolémie? Alors, toujours sur le test, donc comme je l'ai dit précédemment, donc pas forcément le médecin du travail, je vous dis, ça doit être indiqué dans le règlement intérieur, c'est plutôt l'employeur ou une personne désignée par l'employeur pour le faire, et notamment l'obligation de faire passer un test. Alors non, c'est comment expliquer ça le plus simplement possible. En fait, le règlement intérieur, si vous mettez en place, doit vous laisser la possibilité de pouvoir en faire un si besoin. Ça ne veut pas dire que vous devez systématiquement faire des tests d'alcoolémie avec tous vos salariés qui utilisent un véhicule régulièrement. Et même dans ce cadre-là, il y a déjà eu des jurisprudences sur le sujet où des employeurs ne peuvent pas montrer du doigt personnellement une personne qui était alcoolisée. Ils ont décidé de faire passer un test d'alcoolémie à tout le monde pour justement faire ressortir le fait qu'il y avait une personne alcoolisée. Et vu que ce n'était pas directement ciblé sur la personne, comme défini dans le règlement intérieur, la personne qui manipule des produits, qui conduit des engins, enfin, ça ne correspondait pas spécifiquement aux critères réglementaires du contrôle d'alcoolémie. Du coup, le contrôle n'a pas du tout été recevable. Donc vraiment, il ne faut surtout pas l'utiliser de manière systématique. Il faut l'utiliser dans des cas bien précis sur des salariés qui le nécessitent. Donc, les salariés, comme on l'a indiqué dans les critères, pour lesquels l'état d'ivresse constituerait un risque, un défaut de mesure un risque d'accident ou qui manipule des produits. Alors, du coup, ça pourrait être tout le monde, hein, on est d'accord, mais voilà, il faut précisément cibler la personne si vous voulez faire le test et surtout pas faire un test à la volée où on teste tout le monde pour faire ressortir la personne, on savait très bien que c'était elle qui était alcoolisée, parce que là, du coup, il ne sera pas recevable votre test. Hein, il faut vraiment, pour l'alcoolémie, c'est assez précis. Alors, si vous avez des questions ou vraiment des interrogations sur ce sujet, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin du travail. Il pourra vous conseiller sur comment remplir le règlement intérieur sur ce sujet-là. Vous avez aussi, si vous le souhaitez, notamment sur l'INRS, des documents avec des modèles précis de règlement intérieur sur le sujet de l'alcoolémie qui pourront aussi vous aiguiller sur comment remplir cette partie sur le test d'alcoolémie dans le règlement intérieur et pour bien cadrer les choses pour être sûr de pouvoir faire des tests qui vont être recevables par la suite. Merci beaucoup Agnès. Alors, je vois 3 questions, mais qui sont pas forcément. Je sais pas si. Oui, alors je vois la dame de tout à l'heure a précisé le RIR ne dit pas le nombre de points, seulement la validité du permis de conduire. Alors, du coup, c'était sur la question tout à l'heure de la validité. Là, je voudrais pas dire de bêtises, donc peut-être que c'est bon, mais je suis pas sûre. En tout cas, je vous dis, il n'y a pas. Vous pouvez tout simplement, pour cette partie validité du permis, demander à vos salariés de signer une attestation sur l'honneur tous les ans, comme quoi leur permis est valide, et au moins vous êtes sûr de ne pas accéder à des documents auxquels vous n'êtes pas censé accéder. Après, du coup, sur les autres questions, alors il y a une question sur le dépistage de stupéfiants, j'en profite, j'ai la parole. Alors, dépistage de stupéfiants, c'est vrai qu'on ne l'a pas développé, on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. Grosso modo, ça se met en place un peu comme le dépistage d'alcool, avec quelque chose de très cadré dans le règlement intérieur, avec un système de dépistage adapté. Là, pareil, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service santé au travail si vous voulez plus de précision. Et sinon, encore une fois, sur l'INRS notamment, vous avez aussi des modèles sur la partie stupéfiant, mais vous avez aussi le droit, dans un cadre bien particulier, de faire un contrôle, un dépistage de stupéfiants, au même titre que celui de l'alcool, pour les salariés concernés. Et enfin, les dernières questions, donc c'est sur les organismes de formation. Alors là, on n'est pas censé trop faire de pub pour les organismes de formation, mais il en existe plein qui font des formations. Après, sachez déjà que la plupart de vos services de prévention et de santé au travail proposent des sensibilisations complémentaires pour les salariés sur le risque routier. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous voulez informer, sensibiliser vos salariés sur ce sujet. Et après, il y a plein d'organismes de formation qui existent, qui proposent même des simulateurs de conduite, des tests conduite en temps réel, etc. Donc là, il faut... vous avez plusieurs possibilités qui sur le marché, en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, bon, de toute façon, on approche de la fin du webinaire et je pense qu'on a balayé toutes les questions. Donc, merci aux intervenantes et merci à nos participants de nous avoir rejoints et d'avoir joué à nos différents quiz. J'espère que cette formule vous a plu.
À la fin, en vous déconnectant, vous allez avoir justement un petit questionnaire de satisfaction. Donc, ça dure pas longtemps, c'est juste que quelques questions, ça vous prendra moins d'une minute pour y répondre et ça nous permettra de nous améliorer pour nos prochains webinaires. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.